Bienvenue à cette troisième séance de notre séminaire Le Lab. Je vais laisser Martha Severo, qui est pilote scientifique, professeure à l'Université Paris-Nanterre, introduire et la problématique et les intervenantes. Je voulais rappeler que un de nos attachements dans l'organisation de ce séminaire, c'était de présenter des travaux qui avaient des approches innovantes d'exploitation des collections de l'INA, mais aussi des travaux qui avaient au centre des sujets et qui apportaient un éclairage très particulier sur des sujets qui sont au cœur du débat public. Donc c'est particulièrement le cas aujourd'hui avec cette séance qu'on a intitulée les violences sexuelles entre médiatisation et mobilisation, discours et représentation. Donc avec une séance qui va se découper en deux temps, et on va le voir. Et voilà. Et en liminaire, je voulais aussi dire qu'on a une pensée toute particulière pour Jean-Michel Rode, qui a été directeur des collections, directeur du dépôt légal avant la direction des collections, qui a été à l'initiative de tout ce qui concerne les activités de valorisation scientifique et qui est disparu il y a quelques semaines. Donc on a une pensée toute particulière et on va tâcher d'inscrire nos pas dans les siens. Bonjour à tous. Les premiers temps est plus dédié à la restitution des recherches. On a eu une première séance sur les représentations politiques, une deuxième séance plus sur la thématique de l'information, et aujourd'hui on est plus sur la thématique du genre, en plus particulier alors l'angle des violences sexuelles, sexistes, conjugales, avec alors deux interventions. Une première d'Emmaëlle Stricot, qui est doctorante en économie et qui est chercheuse associée à l'INATEC, notamment sur une bourse Louise Merzeau. Et ça me permet de rappeler qu'il y a l'appel à projet de l'INA qui est ouvert en ce moment. Voilà, un dispositif intéressant qui permet des chercheurs comme Maëlle d'avoir un accès privilégié à des jeux de données. Et voilà, Maëlle travaille plus sous des notices. Et après, je présente directement la deuxième intervention. Pour rappel, on fait les deux interventions sans pause et on prend les questions tout à la fin des deux interventions. La deuxième intervention, ça sera plus des données Twitter, alors des données du dépôt légal, et sera Alice Desbouches qui sera à distance, ensemble à Clara Legalic-H, qui, alors, Alice Desbouches est maîtresse des conférences à l'INED, et Alice travaille avec elle dans les cadres d'un mémoire des Master 2, et leur travail se porte plus sur les cas spécifiques des MeToo. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, je donne la parole à Maëlle pour cette première intervention. Donc, bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme Martha l'a indiqué, je m'appelle Maëlle Stricot, je suis doctorante en deuxième année à l'École d'économie de Paris. Et donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui s'inscrit dans ma thèse et pour lequel j'ai reçu une bourse de l'INA. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser que c'est un projet qui est encore très, très préliminaire. J'ai reçu les données finales il y a seulement quelques mois, donc voilà, contrairement aux présentations qui ont pu avoir lieu ici dans les précédents séminaires, moi, je n'ai pas du tout terminé mon papier encore, j'en suis au début du projet. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais aussi avoir vos retours à ce sujet. Alors, en termes de contexte, vous devez sans doute savoir que les VSS, les violences sexistes... Pardon, je n'ai pas dit du coup ce que je faisais. Donc, le but de ce projet, c'est d'étudier quel est l'effet de la médiatisation des violences sexistes et sexuelles sur leur traitement judiciaire. Donc, les VSS sont un problème majeur de santé publique et de violation des droits dans le monde entier. Donc, en France, selon une étude réalisée par l'INED en 2015, il y a environ 15% des femmes qui déclarent avoir subi un viol, une tentative de viol ou une autre forme d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Donc, c'est des violences qui touchent principalement des femmes. Et malgré leur prévalence, ces violences restent encore largement impunies, donc pour deux raisons. Donc, d'abord, elles sont très peu signalées. Donc, en moyenne, on estime qu'il y a seulement une victime sur 10 qui dépose plainte. Et quand elles le font, seule une plainte sur 10 environ qui aboutit ensuite à une condamnation. Donc, dans les faits, on estime qu'il y a seulement 1% des viols qui vont donner lieu à une condamnation.
Et donc cette asymétrie, elle pourrait en partie s'expliquer par les normes, les croyances ou les attitudes qui justifient ou banalisent ces violences. Donc ça a été montré dès les années 70 avec le développement de recherches sur ce qu'on appelle la culture du viol. Et donc par exemple, ça pourrait s'expliquer par la stigmatisation sociale qui dissuade les victimes de porter plainte, ou des fausses croyances qui viendraient influencer la façon dont la police ou la justice traite ces violences spécifiquement. Et donc malgré ce tableau peut-être un peu sombre, un des points positifs ici, c'est que les normes, la perception des normes peut changer, elle peut évoluer au fil du temps, donc notamment suite à des évolutions sociétales. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer ici en regardant les faits joués par les médias. Donc il y a beaucoup de recherches en économie, en sciences politiques, qui ont montré déjà le rôle très important des médias dans l'influence des comportements individuels, des attitudes. Donc par exemple, il y a des papiers qui ont montré que les médias, l'information et la visibilité qu'ils fournissaient pouvaient remettre en cause des normes de genre bien ancrées. Donc il y a par exemple un papier en Inde qui a montré que ça pouvait réduire l'acceptabilité des violences faites aux femmes. Et il y a également d'autres études qui ont montré que ces biais médiatiques pouvaient impacter donc vraiment des décisions cruciales, des décisions politiques, de vote, mais aussi de justice en l'occurrence. Et donc là, il y a ce papier notamment de Arnaud Philippe et Aurelius, donc papier très intéressant pour lequel je me suis beaucoup inspirée pour cette recherche, qui a montré que la couverture médiatique des crimes était susceptible d'affecter la justice pénale et les condamnations de façon générale. Et donc moi ici, ce que je cherche à faire, c'est de comprendre, d'étudier quel est l'effet de la médiatisation des violences sexistes et sexuelles, des VSS, sur leur signalement et leur traitement judiciaire. Et donc cette question, elle s'inscrit dans une question un peu plus large qui serait de comprendre comment est-ce que le traitement médiatique des VSS est susceptible d'affecter les normes, les croyances et les attitudes vis-à-vis de ce type de violence. Donc mes hypothèses sont que donc, tout d'abord, l'effet, je pense, est fortement susceptible de dépendre du discours et de l'image des victimes et des auteurs qui est véhiculée par les affaires qui sont couvertes dans les médias. Donc c'est ce que je vais chercher justement à voir. Donc selon si on présente une victime de façon plus ou moins positive, plus ou moins négative, ça ne va pas forcément affecter le comportement de signalement, par exemple, de la même manière. Ensuite, c'est aussi possible que les magistrats et citoyens ne soient pas affectés de la même manière par la médiatisation. Donc si par exemple, on pense au fait que les magistrats doivent être légalistes, doivent être un peu impartiaux quand ils appliquent le droit, ils ne devraient pas forcément être affectés, mais dans le même temps, c'est aussi des individus qui évoluent dans une société donnée, à un temps donné. Donc peut-être qu'un bon magistrat est quand même quelqu'un qui prend en compte ces évolutions sociétales. Et enfin, l'effet est aussi susceptible de dépendre de l'importance du choc médiatique que je vais considérer. Donc je vais essayer de prendre des événements plus ou moins importants. Par exemple, si on considère l'affaire Dominique Strauss-Kahn en France, qui a vraiment été énorme, ça n'aura pas forcément le même effet qu'une affaire un peu plus locale, régionale, qui affecterait seulement certains individus. Donc, pour faire ça, j'ai recours à 3 ensembles de données principaux. Donc, d'abord mes données .com, donc c'est-à-dire ce sur quoi je cherche à avoir, ou pas d'ailleurs, un effet de la médiatisation. Donc, d'abord, j'utilise des données sur les signalements à la police et à la gendarmerie. Donc, j'ai accès à des données sur le nombre de crimes et délits qui ont été portés à la connaissance de la police ou de la gendarmerie par mois, par département et par type de crime ou délit depuis 1996. Et mes données vraiment principales, c'est surtout celles du traitement judiciaire, où là j'ai accès à de très grosses bases de données administratives, donc sur toutes les affaires qui ont été reçues par les magistrats, les affaires terminées pour des raisons de confidentialité, entre 2012 et 2021. Et donc là j'ai accès à plein d'informations donc, sur les affaires qui ont été soit classées sans suite, ou qui ont été poursuivies donc en tribunal correctionnel ou en juridiction pour mineurs. Et le troisième ensemble de données, donc c'est là que rentrent en compte les données de l'INA. Et donc là, j'utilise les données, les notices documentaires, donc les archives de télé, de tous les JT nationaux et régionaux du 20h, entre 2000 et 2020, donc selon la période pour lesquelles ces données sont disponibles. Donc après, je vais aussi incorporer d'autres émissions, d'autres tranches horaires. Pour l'instant, je commence par le plus simple. Donc voilà toutes les chaînes que j'ai à ma disposition. Et du coup, là, donc, j'imagine que les gens de l'INA connaissent déjà bien ces données. Je ne vais pas trop m'attarder, mais voici un peu la structure des données que j'ai. Donc pour chaque sujet, chaque reportage qui apparaît dans un journal télévisé, j'ai des informations donc, sur la chaîne de diffusion, la date, l'heure, la durée, et également sur le contenu du sujet qui a été traité, donc avec des informations, là ici par exemple dans le titre, dans le chapeau ou le résumé, selon les chaînes ça change un peu, et aussi une liste de mots-clés décrivant le contenu du sujet. Donc c'est ça que je vais utiliser pour identifier la médiatisation des VSS.
Et donc, qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Donc, juste pour vous donner une idée de la méthodologie que j'utilise, en fait, j'emploie une approche quantitative d'analyse de données, où j'utilise des méthodes économétriques et statistiques. En fait, l'idée un peu générale, c'est vraiment de comparer les métadonnées descriptives des JT, donc les données de l'INA, et l'évolution des signalements et du traitement judiciaire des VSS sur la même période. Mais du coup, pour aller au-delà de simples corrélations, en économie, en fait, on essaye beaucoup de montrer la causalité. Là, j'utilise des méthodes un peu plus complexes d'économétrie où, en fait, je vais exploiter des variations, donc par exemple des variations temporelles ou des variations spatiales dans l'exposition à la médiatisation des VSS. Et c'est ça qui permettra de trouver un effet causal de la médiatisation des VSS sur leur traitement judiciaire. Donc ça pourrait être des variations dans le nombre, dans le type de sujet, également dans la teneur du discours, etc. Et donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui par manque de temps et aussi parce que c'est encore très préliminaire. Donc j'ai commencé à mettre en œuvre ces stratégies, j'ai commencé à avoir des résultats, mais voilà, c'est encore un peu trop tôt pour vous les donner. Donc ce sera pour une prochaine présentation. Et aujourd'hui, je vais surtout vous présenter un peu des statistiques descriptives pour montrer les grandes tendances que j'observe sur ces 3 ensembles de données, sachant qu'après, le but, ce sera que je les lis tous les 3 ensemble pour répondre à ma question initiale. Donc, comment est-ce que je mesure d'abord les sujets sur les VSS dans les JT? Donc, pour faire ça, j'ai fait quelque chose qui est assez standard. J'ai pris tous les sujets, tous les reportages que j'observe dans les JT et j'ai regroupé ces sujets en catégories sur la base d'une classification par mots-clés que je suis allée chercher dans toutes les variables à champ textuel que j'ai dans les données de l'INA. Et du coup, j'ai créé 3 groupes. Donc, un groupe sur les sujets qui traitent des violences sexistes, sexuelles et conjugales en général, et seulement l'un ou l'autre pour ensuite, pour un peu comparer, parce que c'est pas le même type de violence, qu'est-ce qui semble avoir le plus d'effets. Donc, pour vous donner un peu une idée des mots-clés, voilà, la liste des mots-clés que j'ai utilisés pour l'instant, qui n'est pas du tout figée, qui peut amener à évoluer. Et d'ailleurs, si vous avez après des suggestions sur d'autres mots, d'autres combinaisons que je pourrais inclure pour la façon d'identifier des affaires de VSS, je suis tout à fait preneuse de conseils. Et une chose importante, c'est que j'ai enlevé en fait de tous ces sujets-là, j'ai pas sélectionné les sujets qui traitent de violences sexuelles sur les enfants ou d'affaires de pédophilie dans l'Église pour vraiment me concentrer uniquement sur les violences faites aux femmes ici. Et ensuite, donc, pour mesurer la médiatisation, j'ai calculé donc, pour chaque jour et chaque catégorie, donc chaque jour ou alors chaque semaine, chaque mois, selon la temporalité que je prends, le nombre de reportages sur le sujet, leur durée en minutes. Et donc ça, c'est en plus de ces mesures absolues, j'ai aussi calculé un peu en relative, donc la part sur tous les reportages qui sont traités au JT, quelle est la part qui traite des VSS, à la fois en termes de nombre de sujets et en termes de durée des sujets. Et donc si on regarde juste quelques statistiques descriptives ici, donc ce tableau, si on se concentre sur la TV nationale, la première partie, donc ça donne la moyenne par chaîne et par semaine du nombre de sujets sur les VSS. Donc on voit qu'en moyenne, il y a 2,5 sujets de VSS par semaine par chaîne, donc ça a une durée de 4 minutes, et ça équivaut à 2,4% de tous les sujets qui apparaissent sur les JT sur une semaine sur une chaîne donnée, en moyenne. Donc c'est quand même assez peu. Donc ensuite, si on essaye de voir l'évolution au cours du temps, donc ici, cette figure, elle vous montre la part de reportages sur les VSS dans les JT des chaînes nationales par semaine. Donc ce qui saute aux yeux quand on voit ce graphique, c'est cet énorme pic ici qui se produit aux alentours de 2011. Donc mai 2011, très exactement, c'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn qui a été extrêmement médiatisée, donc pour diverses raisons, notamment politiques. Et en fait, on voit qu'on n'a jamais atteint, donc là, on est à 40% des reportages sur les VSS, donc, principalement sur l'affaire DSK. Et on n'a jamais atteint un pic aussi important après, même quand il y a eu MeToo. En octobre 2017-2018, les pics n'ont pas été si grands, mais on observe quand même quelques pics où il y a eu des affaires qui ont été médiatisées à certains moments. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que moi, c'est ça que je vais utiliser. C'est vraiment quand il y a ces variations, ces pics-là, c'est ça que je vais essayer d'utiliser pour voir l'effet que ça a sur le traitement judiciaire des VSS. Et peut-être juste pour vous montrer par chaîne, là, j'ai regroupé par année. Je ne sais pas si vous pouvez voir grand-chose, parce que c'est pour toutes les chaînes de TV nationales. Là, ça donne la part du nombre de sujets sur les VSS et les violences conjugales. On voit un peu plus ici une augmentation en 2018. Mais si on regarde après en termes de part du temps, donc les deux mesures ne donnent pas tout à fait la même chose.
sur tout le temps qui est au JT, dans quelle mesure on parle des violences sexuelles et conjugales, là, l'augmentation est assez moindre, en fait. Et ce ne sont pas les mêmes chaînes qui vont parler de ces sujets. On pourrait y revenir après, ce n'est pas le focus de ma présentation aujourd'hui. Et donc, je fais la même chose pour les chaînes régionales. Et en plus, pour les chaînes régionales, en fait, j'utilise ces variations spatiales. C'est pour ça que les chaînes régionales m'intéressent. Et donc là, cette carte, elle vous présente donc la part des sujets sur les violences sexuelles et conjugales dans les JT de France 3 régions, selon justement la chaîne, la région. Et donc plus c'est clair, donc plus c'est jaune, en gros, plus la part est importante. Donc après, en global, c'est assez faible, hein, c'est moins de 1% de tous les sujets qui sont traités, en gros. C'est surtout de la période, entre 2007 et 2021. Et donc là, c'est en Île-de-France qui semble avoir le plus de médiatisation de ces sujets. Mais encore une fois, si on regarde en termes de part du temps, plutôt que de part du nombre de sujets, ça change un peu, où là, c'est tout le nord de la France qui semble couvrir le plus ces sujets-là. Donc ça peut être pour diverses raisons. Enfin, l'Île-de-France, c'est là que, il y a les lois, il y a peut-être des grands procès, et après, le nord, dans la plupart des sujets qui apparaissent dans ces régions, il y a quand même beaucoup d'affaires de violences conjugales et sexuelles dans ces territoires, malheureusement. Ensuite, donc de quoi parlent ces sujets dans les faits. Donc ici, j'ai voulu vous représenter la répartition des sujets de VSS dans les JT nationaux. Donc ici, sur ce graphique, vous avez l'évolution de la part des sujets de VSS qui parlent de viol ou d'agression sexuelle. Ça peut aussi parler d'autres choses, mais ils mentionnent ces termes-là. Et donc en fait, on voit que c'est la majorité des sujets. En fait, c'est presque 70% de tous les sujets de VSS sur la période, avec une petite diminution sur les dernières années. Et si on fait la même chose pour harcèlement sexuel et violence conjugale, voilà ce que ça donne. Et donc là, en fait, on voit qu'on parlait quasiment pas de harcèlement sexuel. Ça a commencé à aller en 2016 avec l'affaire Denis Baupin. Et après, ça a augmenté. On parlait beaucoup plus de harcèlement sexuel. Et les violences conjugales, c'est pareil. La mention de faits de violence conjugale a eu tendance à augmenter au cours du temps, et principalement sur les dernières années. Donc ça montre que les médias ont un peu changé la façon d'aborder les sujets, de quoi ils parlaient quand ils parlaient de violences sexuelles ou conjugales. Et ce qui m'intéresse beaucoup pour ce projet, c'est pas tellement de quoi on parle, mais aussi comment on en parle. Et donc pour faire ça, une première façon un peu préliminaire, basique de le faire, c'est par exemple si on se concentre sur le traitement des violences conjugales, d'essayer de voir, donc là ce premier graphique, il vous montre la part des sujets qui évoquent des drames familiaux, des drames conjugaux, des crimes passionnels, un peu tous ces termes-là. Et on peut voir en fait qu'en fin de période, il y a eu quand même une diminution dans le fait d'utiliser ces termes-là, ce qui est peut-être une bonne chose. Après, donc c'est assez faible, c'est 2% en moyenne sur toute la période. Et à l'inverse, si on regarde l'occurrence du mot féminicide, donc apparu pour la première fois en 2011, c'est surtout depuis 2019, à partir de 2019, qu'il a été beaucoup employé dans les sujets de violence conjugale. Donc là, on voit qu'il semble un peu y avoir une substitution entre la façon dont on parle de ces violences-là, qui tend à suggérer qu'il y a eu un changement dans la médiatisation de ces violences. Ensuite, du coup, les données de police, je vais juste vous présenter un graphique qui est celui-ci. J'ai gardé en anglais. Donc ça vous montre les évolutions des signalements de violences sexuelles au cours du temps, par type de violence. Et donc la seule chose qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'il y a eu une augmentation très importante des plaintes qui ont été déposées pour violences sexuelles au cours du temps. Donc une augmentation qui a été très marquée après MeToo, à partir de octobre 2017, janvier 2018, mais qui avait déjà débuté avant, en fait. Dès 2013-2014, il y avait déjà une tendance croissante. Donc juste pour garder en tête, ça veut dire que le nombre d'affaires qui arrivent à la justice a aussi beaucoup augmenté au cours du temps. Et donc pour les données de justice, qui sont donc aussi mes données principales, donc ici, ce tableau, ça vous montre un résumé des affaires pénales qui ont été traitées par les parquets, donc dans les données que j'ai, moi, à ma disposition. Et donc ce que nous dit ce tableau, c'est donc d'une part que les violences sexuelles, en fait, représentent une part très faible de toutes les affaires qui sont traitées par les parquets. Donc on est à 1%, même pas des affaires traitées. C'est plus pour les violences conjugales, 4,5%. Et la chose principale à retenir de ce tableau, c'est le classement sans suite. Donc le classement sans suite, c'est-à-dire qu'une affaire, la plainte est déposée, l'affaire arrive au parquet, et en fait on décide de classer, donc l'affaire s'arrête là. Il n'y aura pas de poursuite, ce ne sera pas mis devant un tribunal, il n'y aura rien, il n'y aura pas de procès. Et là, le taux de classement sans suite, en fait, il est énorme pour les violences sexuelles. On est aux alentours de 84-83%.
72% pour les violences conjugales. Mais en fait, si on regarde de façon générale toutes les atteintes aux personnes, donc ici ça inclut par exemple les agressions physiques, des vols, en fait le taux de classement est de base très très élevé. Et une spécificité des violences sexuelles peut-être, c'est que donc, pour les affaires qui sont poursuivies, donc c'est-à-dire si elles ne sont pas classées mais qu'on va les poursuivre, mais en fait ensuite on décide de les relaxer, c'est-à-dire qu'on abandonne les poursuites, là le taux de relax il est beaucoup plus important pour les violences sexuelles que pour les autres types de violences. Et donc voilà un peu, donc c'est ça un peu les outcomes, les mesures que je vais utiliser ensuite pour essayer de voir si la médiatisation des VSS a un effet sur ces décisions-là. Et donc pour le reste de la présentation, je vais juste me concentrer sur les classements sans suite, qui sont la majorité des affaires. Donc ici, ce graphique, il vous montre l'évolution du taux de classement sans suite au cours du temps par type d'affaires. Donc comme on voyait avant, taux de classement qui est très élevé, mais là on observe quand même une augmentation du taux de classement sans suite pour violences sexistes et sexuelles au cours du temps. Et donc les taux de classement augmentent quand même plus rapidement pour les VSS que pour les autres atteintes aux personnes. Et à l'inverse, si on regarde la courbe verte, violences conjugales, on voit une diminution du taux de classement sans suite pour violences conjugales au cours du temps. Donc en fait, à partir de 2016-2017, il y a quelque chose qui se passe, il y a une divergence qui s'opère. Donc voilà, on ne sait pas si c'est la façon, c'est les affaires, c'est la façon de traiter ces affaires qui semblent diverger. Et si du coup on essaye de comprendre quels sont ces classements, donc ici j'ai représenté l'évolution du taux de classement sans suite, mais par type de classement cette fois-ci. Donc il y a 3 classements majeurs qui sont notés ici. Et en fait, donc, pour les violences sexuelles, c'est principalement parce que l'affaire était ce qu'on appelle non poursuivable, donc je vais expliquer un peu après ce que ça veut dire, mais c'est ça en fait le principal motif de classement pour les VSS, alors que pour les violences conjugales, ce motif-là, il est quand même beaucoup plus faible, et la diminution qu'on observait du taux de classement sans suite pour violences conjugales, elle est principalement expliquée par une diminution du taux de classement pour alternative aux poursuites, en fait, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas poursuivre au pénal, mais on fait par exemple un simple rappel à la loi, un avertissement à l'auteur, une injonction thérapeutique, ce genre de choses. C'est ça qui a diminué au cours du temps principalement. Et si on fait un zoom ici sur à quoi justement, qu'est-ce que ça signifie ces affaires non poursuivables, voilà les sous-motifs, les sous-catégories à l'intérieur de ce motif de classement sans suite. Et donc on voit donc la courbe violette ici, c'est le taux de classement d'affaires de violences sexistes et sexuelles pour infractions insuffisamment caractérisées. Donc ça veut dire dans les faits, la définition légale, c'est qu'il y a les circonstances de l'infraction n'ont pas pu être démontrées ou les preuves de sa commission sont insuffisantes. Donc en gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'infraction, mais juste qu'on n'a pas assez de preuves pour le démontrer. Et en fait, c'est ça qui explique la majorité des classements pour violences sexuelles, et c'est ça qui a un peu augmenté au cours du temps. Et donc ça pourrait suggérer que le pool justement d'affaires qui arrivent à la justice a changé. Par exemple, ça pourrait être que les victimes vont reporter des faits qui soit sont plus anciens, plus compliqués à prouver, ou pour lesquels des faits qui avant n'étaient pas forcément considérés comme des violences, qui maintenant vont l'être, et peut-être que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de les poursuivre, ou ça peut aussi démontrer un changement de comportement du côté magistrat. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'étudie après. Et pour les violences conjugales, c'est pareil, c'est ce motif-là, infraction insuffisamment caractérisée, qui est le principal motif de classement. Et là, on voit qu'entre 2016 et 2019, il y a eu justement une petite diminution. Donc c'est compliqué à voir au niveau des échelles, parce que ça c'est quasiment rien, mais il y a eu une diminution du taux de classement pour affaires non poursuivables. Voilà. Et pour terminer, justement pour un peu appuyer cette idée que peut-être c'est les affaires, le type d'affaires, la nature d'affaires ont changé, ici je vous présente le taux de classement sans suite par ancienneté des faits pour les violences sexistes et sexuelles, donc selon le délai qu'il y a eu entre la date des faits et la date d'arrivée au parquet. Et on voit que le taux de classement, en fait, il augmente principalement pour les affaires pour lesquelles la durée entre la date des faits et la date d'arrivée au parquet est de 440 jours au plus, donc c'est vraiment pour les affaires les plus anciennes. Peut-être parce que justement c'est plus compliqué à prouver, et à l'inverse pour les violences conjugales, le taux de classement il diminue surtout pour les affaires qui sont très récentes, donc qui sont arrivées au parquet en fait le jour même ou moins. Voilà. Et donc du coup c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et donc maintenant les prochaines étapes ce sera donc de mettre en œuvre ma stratégie principale pour justement, donc là vous avez vu un peu les tendances globales, et moi je vais me concentrer sur quelque chose de très spécifique qui est donc quand il y a par exemple on parle des VSS dans les médias la veille, quelques jours avant une décision de classement ou de poursuite, comment est-ce que ça va affecter cette décision. Pour l'instant j'ai déjà des premiers résultats qui semblent montrer qu'il y a une diminution du taux de classement sans suite des VSS, mais c'est quand je regarde la médiatisation générale, et après il faut que je regarde plus spécifiquement de quelle médiatisation on parle.
Et donc pour ça, je dois encore beaucoup travailler sur la classification des affaires que j'utilise dans les données de l'INA. Donc il faut que je code selon différentes dimensions, donc selon le type d'affaires, selon la teneur du discours vis-à-vis des victimes et des auteurs, donc ce qui est très important, je pense, ici pour ce sujet, selon les personnes qui en parlent dans ces sujets ou selon différents éléments des affaires qui sont poursuivies, comme par exemple s'il s'agit de procès, voilà, des choses que je pourrais regarder qui pourraient affecter ensuite les décisions de traitement judiciaire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire par mail à cette adresse. Merci. Merci Maëlle. Alors on passe directement à la deuxième présentation. On fera les questions après. Comment je dois... Je mets dans seconde. Voilà. Parce qu'Alice Debauche sera à distance et Clara, voilà, je m'enlève. Alors Alice, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Oui, très bien. Peut-être je te laisserai passer les slides parce que ça évitera de partager l'écran. Oui. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer par remercier Lina à la fois pour cette invitation et puis pour nous avoir donné l'opportunité d'accéder aux données dont Clara vous parlera plus en détail. Je voulais aussi, avant de commencer, dire qu'on fait aujourd'hui cette présentation à deux voix, donc avec Clara Le Gallicache qui est en stage avec nous, mais que c'est un projet collectif qui joint des chercheuses de l'INED, Magali Mazui, Lucie Vicky et Pauline Mulner, et des chercheuses de SAGE, donc en l'occurrence moi, et Céline Monicole. Et on a bénéficié d'un financement de l'Institut du genre pour réaliser cette recherche, pour lancer cette recherche qui, j'espère, vous emmènera assez loin. Tu peux avancer. Merci. Donc, dans un premier temps, moi je vais rapidement revenir sur l'histoire des mobilisations autour des violences sexuelles, contre les violences sexuelles, et en particulier des prises de parole des victimes, puisque autour du mouvement MeToo, ça a été une rengaine médiatique, puis on verra que c'est une rengaine médiatique récurrente, à savoir que chaque nouvelle visibilisation des prises de parole de victimes de violences sexuelles est interprétée en termes de libération de la parole. Et donc, voilà, je reviendrai là-dessus. Ensuite, Clara vous présentera plus dans le détail les données issues de Twitter, et notamment les données de l'INA, et ce qu'on peut pour le moment en dire et en tirer. Donc les violences sexuelles, donc je ne vais pas revenir dans le détail sur l'histoire de ces mobilisations, il y a eu beaucoup de travaux qui ont traité de cette question. Globalement, on peut dater les premières visibilisations, les premières mobilisations collectives du mouvement féministe des années 1970. Et notamment, c'est à partir de ce moment-là qu'on en trouve régulièrement mention dans la presse et dans l'audiovisuel. Au milieu des années 1980, la focalisation médiatique va s'orienter autour des questions de violences sexuelles incestueuses au sein de la famille. Dès 1990, on dispose des premières enquêtes statistiques. Donc Maëlle rappelait que dans l'enquête Virage, on mesure environ 15% de femmes victimes de violences sexuelles, viols ou agressions sexuelles. Les premières mesures sont plus faibles, mais on dispose de données statistiques depuis le début des années 1990. Ensuite, le phénomène médiatique va s'orienter plutôt autour des violences sexuelles collectives, notamment les tournantes qui sont commises dans les quartiers populaires et qui vont durablement lier la question des tournantes à un certain nombre d'autres problèmes sociaux, ceux de la précarité et de l'immigration. On y reviendra peut-être. En 2008, l'enquête Frontex de la sexualité en France donne lieu à un papier Population et Société qui stipule violence sexuelle, la parole se libère,
En 2015, on assiste à la création d'une association autour des victimes de violences sexuelles au sein de l'Église qui s'intitule La Parole Libérée. En 2017-2018, lorsque le mouvement #MeToo débute, on a pléthore de prises de position, de paroles médiatiques qui annoncent une libération de la parole. Et en 2021, notamment avec la parution de La Familia Grande de Camille Kouchner et du mouvement MeToo Inceste, on a de nouveau des discours extrêmement prégnants autour d'une libération de la parole sur l'inceste et les violences sexuelles incestueuses. Alors cette question de la parole des victimes, elle a été largement traitée par les historiens et notamment par Georges Vigarello qui a publié en 2001 une histoire du viol dans laquelle il montre que pendant très longtemps et notamment jusqu'aux mobilisations féministes des années 70, mais même encore au-delà, la question de la victime est assez peu centrale dans la prise en compte sociale, dans la prise en charge sociale du viol, puisque ce qui va faire problème, c'est plutôt de le penser comme une atteinte à la propriété, comme une atteinte à la morale ou à l'honneur des familles, avec comme principale problématique les risques de naissance illégitime, de perte de valeur des femmes sur le marché matrimonial et de stigmatisation de leur entourage, de leur famille. Dans le même temps, les anthropologues ont aussi beaucoup travaillé, et notamment Dorothée Bussy sur l'inceste. Elle montre qu'il y a régulièrement, voire systématiquement, des culpabilisations directes ou indirectes des victimes, des injonctions au silence qui vont les conduire à se taire et à ne pas dénoncer les violences dont elles ont été victimes. Donc cet ensemble d'éléments peut expliquer en partie pourquoi les prises de parole, les témoignages de victimes et par conséquent les plaintes sont aussi rares, puisque au début des années 1980, on a environ 1 millier de plaintes par an pour viol. Alors ce nombre va augmenter très fortement pour se situer à environ 10 000 au début des années 2000 et bien plus aujourd'hui, même si on a des difficultés il y a des enjeux de chronologie statistique qui fait qu'on ne peut pas tout à fait comparer les différentes données. Donc à partir du mouvement féministe des années 1970, on assiste à des prises de parole publiques de femmes victimes de violences, de témoignages dans des journaux, de publications d'articles autour de ces violences sexuelles. Ce mouvement féministe est rencontrant une convergence politique qui va conduire à la loi sur le viol de 1980, moment à partir duquel on assiste donc à cette augmentation très importante du nombre de plaintes et du nombre de prises de parole au sens large, puisque, comme l'a rappelé précédemment Maëlle, seul un faible pourcentage de victimes portent plainte. Selon les estimations, on mesure entre 5 et 10% des victimes de viols et d'agressions sexuelles qui portent plainte. En 1986, afin de favoriser la prise en charge des victimes et de permettre la prise de parole, le témoignage des femmes victimes de violences sexuelles, est créée la ligne d'écoute SOS Viol Information, qui est une ligne anonyme et gratuite qui permet de recueillir la parole, d'orienter les victimes, de leur apporter un soutien juridique ou psychologique. Et toujours dans cette vague de visibilisation de la parole des victimes, un moment important est aussi toujours dans cette idée de libération de la parole, un documentaire de Carole Vessopoulos sur les violences sexuelles sur mineurs qui s'intitule Inceste, la conspiration des oreilles bouchées. Ce qui nous conduit à nous interroger, est-ce que finalement il s'agit dans un mouvement sur le temps long d'une libération de la parole ou plus probablement d'une libération partielle de l'écoute, puisque finalement depuis une cinquantaine d'années, les femmes victimes prennent la parole sur les différents supports qu'elles ont à leur disposition. Je peux passer. Alors, dans des travaux antérieurs et en particulier dans ma recherche de thèse, je me suis intéressée justement à ces données de l'association du collectif Féministes contre le viol et à l'analyse des appels reçus par SOS Viol Information, plusieurs milliers par an,
justement pour essayer de comprendre ce qui se jouait dans cette augmentation globale de la visibilité statistique et médiatique de ces violences sexuelles, puisqu'on l'a dit, le nombre de plaintes augmente, le nombre d'appels à SOS Viol Information augmente, et puis la prise en compte de ces violences dans les médias est de plus en plus importante. Et on met les deux en relation, puisque justement, ce qui nous intéresse dans cette recherche, c'est la façon dont les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, va offrir un espace beaucoup plus accessible, beaucoup plus visible aux femmes, qui vont conduire à des dénonciations bien plus massives que ce qu'on enregistrait auparavant, mais finalement pas si différentes que ça, et c'est en partie ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui et dans la suite de nos recherches. Alors ici, justement pour faire le lien, donc, un des résultats de mes recherches doctorales, ça avait été de montrer que la visibilité médiatique des violences sexuelles, et en particulier la visibilité médiatique des victimes et de leurs témoignages, conduisait à une prise de parole massive d'autres femmes. Autrement dit, à partir du moment où on voit une femme qui prend la parole, qui dit « moi j'ai vécu des violences sexuelles, tel ou tel type de violence sexuelle », les autres victimes se disent bah, « moi aussi j'ai droit à la parole », finalement cette culpabilité que la société essaie de me faire porter n'est pas légitime, et elles investissent les espaces qui sont à leur disposition. Donc sur ce graphique, on a le nombre d'appels mensuels reçus par SOS Viol Information entre 1986 et 2006. Et comme dans les données de Maëlle, on assiste à un certain nombre de pics, c'est-à-dire des mois pendant lesquels il y a eu un nombre bien plus important qu'en moyenne, que le reste du temps, d'appels de témoignages passés à la ligne d'écoute. Alors je me suis intéressée à ces pics et ça a été mon premier contact avec l'INA, puisque à chaque fois je suis allée rechercher dans leurs archives des éléments qui pouvaient expliquer ces pics. Donc le premier, c'est 1989, c'est un débat autour de la prescription des violences sexuelles sur mineurs, notamment dans le cadre de la visibilité des témoignages sur les violences sexuelles incestueuses, notamment le témoignage d'Eva Thomas. Et puis ensuite, systématiquement, des émissions de prime time à des heures de très grande écoute, à une époque où il y avait encore un nombre de chaînes extrêmement limité. Donc des émissions qui ont une très forte audience et pendant lesquelles le numéro du collectif de SOS Viol Information est diffusé. Et donc on voit comment cette visibilité des témoignages à la télévision va conduire d'autres femmes à prendre la parole. Et c'est un peu cette hypothèse-là, en tout cas cette question-là, qu'on a souhaité poser aux données de Twitter. Alors très rapidement, pour ne pas dépasser trop le temps, le cadre théorique de notre recherche s'inscrit dans une approche féministe des violences sexuelles. On s'appuie notamment sur les travaux de Jana Elmer qui a montré comment la violence contre les femmes est un instrument de contrôle social des femmes, de leur sexualité, de leur mobilité, et puis les travaux de Liz Kelly sur le continuum des violences sexuelles. Ces deux apports théoriques nous montrent à quel point il s'agit d'analyser la parole et le vécu des victimes indépendamment de la question du droit, c'est-à-dire en s'abstrayant des catégories juridiques pour s'appuyer directement sur la parole des femmes qui témoignent. Donc là-dedans, finalement, MeToo pour nous représente une opportunité extrêmement intéressante de poursuivre ces recherches sur les liens entre visibilité médiatique et prise de parole et sur les modalités de ces prises de parole. Alors, on a d'autres axes autour des questions plutôt d'opinion, de débat autour des violences sexuelles, puisque finalement, là-dedans, Twitter va avoir une double fonction, un espace de témoignage qui a été largement investi et largement relayé dans les médias, et un espace de débat public sur les violences sexuelles qui est à la fois relayé dans les médias et puis qui s'appuie très largement aussi
sur des prises de position médiatiques, que ce soit des émissions de télé ou des articles de journaux qu'on va voir apparaître dans les travaux de Clara. Je te laisse la parole. Merci. Donc je me représente brièvement. Il y a un écho. Donc je m'appelle Clara Le Gallicache, je suis étudiante à l'ENSAE en Master 2 et également à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines en Master de Sociologie quantitative. Et donc je fais mon mémoire sur le hashtag MeToo avec Alice Debauche et également Étienne Ollion au CREST à l'ENSAE. Ici, je vais vous présenter les résultats un petit peu que j'ai pour l'instant, statistiques et également avec des méthodes d'analyse textuelle sur les tweets associés au mouvement MeToo, au hashtag Balance ton porc et d'autres hashtags que vous verrez après. Donc je vais vous parler de deux bases avec lesquelles je travaille, donc ce que je vais appeler la base INA et la base API. Donc premièrement, la base INA qui nous a été donnée par l'INA, qui représente des données assez cruciales en fait, parce que entre octobre 2017 et mars 2022, quotidiennement, il y a eu des tweets collectés en direct sur donc, les gros hashtags associés au mouvement MeToo. Également, c'est une collecte qui est également associée à des gros comptes, soit de médias ou de personnalités publiques. Donc cette collecte en direct permet d'avoir collecté un tweet dès qu'il sortait, et donc aujourd'hui, s'il a été supprimé, en fait il est toujours dans la base de l'INA, ce qui représente des données assez cruciales et importantes. Et ensuite, pour compléter cette base, j'ai fait moi-même une collecte en février 2023, qui prenait tous les tweets associés au hashtag MeToo, Balance ton porc et d'autres hashtags entre octobre 2017 et donc février 2023. Février 2023, une date assez importante parce que je l'ai fait juste quelques jours avant les restrictions de Twitter, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué d'avoir accès à tous ces tweets depuis les nouvelles règles. Cependant, vu que j'ai fait la collecte en février 2023, j'avais accès à ce que ressemblait Twitter en février 2023 et donc potentiellement beaucoup de tweets et de comptes supprimés. C'est pour ça que l'association des bases de l'INA et ma collecte à moi, ensemble, fait une base assez riche et intéressante à traiter. Au niveau des variables, sur les tweets, donc on a évidemment la date des tweets, leur contenu, les hashtags associés, et également donc, le statut du tweet, les retweets et les citations. À savoir que je ne traite pas vraiment les retweets dans mon travail, je les ai exclus pour le moment. Et au niveau des utilisateurs, ce qui est un enjeu en fait finalement, c'est qu'on a assez peu d'informations sociodémographiques, en tout cas classiques, puisqu'on ne connaît pas le sexe, l'âge, la profession et toutes ces infos sur les gens qui écrivent les tweets. Cependant, on a quand même quelques informations qui peuvent être intéressantes à étudier. La date de création du tweet, le nombre de tweets lors de la collecte, ça peut être par exemple pour savoir est-ce que quelqu'un avait 0 tweet quand il a tweeté, et donc potentiellement il a juste créé son compte pour faire un témoignage, puis quitter la plateforme et publier en anonyme, ou alors c'est des gens qui ont beaucoup de followers et beaucoup de tweets, et donc ce seraient des gros comptes médiatiques, etc. Donc il y a quelque chose à tirer quand même. Mais donc ces variables font que on a décidé de se concentrer sur l'analyse de la temporalité du mouvement et également de l'analyse textuelle des contenus des tweets. Donc brièvement, donc sur les deux bases, moi je travaille principalement sur les 250 000 tweets que j'ai mis en gras ici, qui représentent l'association des bases de l'INA et de ma collecte, en enlevant tous les doublons qui sont entre les deux bases, donc 84 000 doublons. Et ce qui est intéressant, c'est notamment les 62 000 tweets qui sont propres à la base de l'INA. Et donc moi, en février 2023, je n'ai pas retrouvé dans ma collecte donc potentiellement des tweets ou des comptes qui ont été supprimés. Alors ici, donc, c'est justement l'évolution du nombre de tweets, donc comme je vous l'ai dit, sans les retweets, selon la source, donc l'API ou l'INA en rouge. Donc on voit que quand même avec la collecte, j'ai toujours plus de tweets que l'INA. Au début, ça se superpose quand même pas mal, et il y a certains pics où l'INA a moins de données, potentiellement parce qu'ils ont été saturés avec d'autres mouvements qui étaient plus importants à ce moment-là. Voilà. Mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que ça correspond
à des lancements de hashtags importants, comme on disait MeTooInceste ou MeTooGay, la Tribune du Monde sur la liberté d'importuner, Pas de vague qui était une affaire sur l'éducation nationale, ou iWAS qui a été aussi un hashtag créé, et beaucoup de tweets à un jour précis. Ensuite, donc, sur justement les différents hashtags, j'ai pas seulement le hashtag MeToo et le hashtag Balance ton port, mais sur un petit historique, donc le hashtag MeToo a été donc lancé en 2007 par une activiste noire américaine, mais repris ensuite après l'affaire Weinstein en 2017, en octobre 2017. Donc le hashtag MeToo lui-même et le hashtag Balance ton port en France par Sandra Müller qui dénonce un harcèlement au travail qu'elle a subi. Et le hashtag MeToo qui est arrivé également en France à ce moment-là. Ensuite, en 2021, on a vu la création du hashtag MeTooInceste donc par l'association Nous Toutes, et également du hashtag iWAS qui donne des normes assez spécifiques et notamment qui précise souvent l'âge des victimes et souvent le jeune âge des victimes. Également le hashtag MeTooGay dans la même année. Donc ici, on voit la temporalité des différents hashtags et on voit que c'est vraiment des temporalités très, très précises. En fait, quand un hashtag iWAS, MeTooInceste ou MeTooGay sont lancés, c'est des éléments assez courts et très intenses. Donc beaucoup de tweets sur quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Et ensuite, d'autres pics qui doivent être plus associés à des événements potentiellement médiatiques ou d'autres comptes qui ont tweeté. Au niveau de l'analyse que j'ai faite, j'ai notamment essayé de classifier les tweets entre les témoignages, les opinions, les partages d'articles et tout ce qu'il y a d'autre, souvent des choses qui sont hors sujet. Ce que j'ai fait, c'est que sur les 250 000 tweets dont je vous parlais, j'ai labellisé à la main 2000 tweets en disant si c'était l'une de ces 4 catégories. Et ensuite, j'ai fait entraîner le modèle que j'ai créé sur ces 2000 tweets. Et ensuite, une fois que mon modèle avait des performances correctes, à savoir donc 88% de classement correct, donc ça veut dire que dès que je lui donne un tweet, le modèle est capable de me dire si c'est un témoignage, une opinion, un partage d'article ou autre chose, avec une confiance assez forte, sachant que il y a 90% de bons classements, plus de 90% pour les témoignages, l'opinion et la presse, et en fait c'est plus la catégorie autre où c'est un peu tout et n'importe quoi qui est plus dur pour le modèle, mais ça me pose moins de problèmes. Et donc j'ai appliqué ça à mes 250 000 tweets. Et donc ce que j'ai obtenu, c'est qu'entre la base de l'INA et la base de l'API, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a des différences. Et notamment dans la base de l'INA, en fait, j'ai bien plus de témoignages et plus d'opinions et beaucoup moins de presse. Et en fait, ça peut notamment s'expliquer si on regarde plus précisément les 62 000 tweets dont je parlais tout à l'heure, qui sont les 62 000 tweets que l'INA a collecté en direct et que moi, je n'ai pas récupéré en février 2023 lors de ma collecte, puisque là, on avait 78% d'opinions, 13% de témoignages et 8% de presse, et notamment les 13% de témoignages, c'est un taux qui est bien plus important que notamment ma collecte à moi, et donc il y a vraiment un enjeu de se dire, potentiellement, ce sont des tweets que les gens ont dû supprimer ou ont voulu supprimer pour des raisons juridiques ou personnelles assez évidentes, avec des enjeux de MeToo qui sont politiques, intimes, et donc qui amènent à ce que ce soit un mouvement où potentiellement beaucoup de tweets et de comptes ont été supprimés. Donc après, pour continuer ce travail, maintenant j'aimerais bien aussi, en prenant donc, les témoignages que j'ai, qui représentent à peu près 10% de ma base, j'aimerais donc essayer de classifier dans les témoignages le contexte des violences, et notamment savoir si c'est dans un espace public, un espace professionnel ou dans le cadre de la famille.
C'est assez intéressant d'avoir eu la présentation de Maëlle avant parce qu'elle assistait beaucoup sur les violences conjugales qui ont été beaucoup traitées dans les médias et qui ont également sur juridiquement, alors que dans le mouvement MeToo, dans moi ce que j'ai lu et dans les témoignages, on retrouve peu d'informations, notamment sur les violences conjugales, les violences dans le couple. Donc ça peut être un enjeu assez intéressant puisqu'en fait les témoignages correspondent vraiment à un hashtag qui lui correspond. Donc, les MeToo inceste a provoqué beaucoup de témoignages dans le cadre de la famille, ce qui est très intime et on pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas le cas sur Twitter, mais grâce au hashtag, ça a été le cas. Donc j'ai espoir que cette classification marche et que je puisse réussir à vous en dire plus sur les témoignages sur Twitter. Et ensuite, j'aimerais bien aussi avoir accès à l'âge des violences, puisqu'en lisant également les témoignages, j'ai vu que les gens le disaient assez régulièrement, et donc encore avec des modèles d'analyse textuelle, essayer d'isoler cet âge dans les témoignages quand c'est possible, puisque finalement les témoignages Twitter sont assez normés et pour les analyses textuelles ça simplifie le travail en fait finalement. J'ai essayé de le faire un petit peu à la main pour l'instant en disant s'il y a un chiffre et qu'il y a an après ou qu'il y a j'avais ou à l'âge 2, etc., ce qui est très grossier, mais j'ai réussi sur MeToo Inceste à avoir un âge de 9 ans, je l'ai vraiment fait assez grossièrement à la main, mais pour l'instant j'avais quand même pas mal de tweets, au moins qui montraient qu'il y avait un âge, donc avec une analyse plus fine, je me dis que c'est possible d'avoir des résultats. Donc voilà pour la suite de mon travail et mes espoirs. Donc en conclusion, Alice, si tu veux reprendre la parole et après on terminera. C'est bon? Oui. Oui, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Donc en conclusion très provisoire, Twitter, donc plus généralement les réseaux sociaux, mais c'est vrai que le gros intérêt de Twitter, c'est à la fois le caractère massif des données qui sont disponibles dessus, et puis le fait qu'on a les moyens de collecter ces données, à la fois par l'INA et puis jusqu'à il y a peu, en tout cas par les comptes académiques. Donc c'est des espaces d'expression très riches, très normés, qui finalement ont été investis par les femmes avec des formes différentes, puisque notamment Twitter, il y a ses limites de nombre de caractères, il y a ses fonctionnements par hashtag associé, ces formes de formulation et de verbalisation des violences vécues qui vont être un peu différentes de témoignages à la télévision ou sur une ligne téléphonique. Mais finalement, dans nos premières analyses, on voit que les ressorts, les logiques, les processus de mobilisation restent assez proches de ceux qu'on a pu observer auparavant. Les deux différences étant le caractère extrêmement massif, puisque c'est très accessible, on peut faire ça de chez soi, ça ne demande pas finalement un investissement extrêmement important. Contrairement à d'autres prises de parole telles que la publication d'un témoignage. Et puis l'autre élément qui a contribué à faire de MeToo un mouvement inédit, c'est cette libération de l'écoute, le fait que la réception a évolué et que probablement on y accorde plus d'attention, plus d'importance, ce que semblait montrer aussi le travail de Maëlle sur la visibilité de ces violences dans les journaux télévisés. Un des éléments qui nous intéressait aussi, c'était est-ce que finalement cette prise de parole a contribué à sacraliser la parole des victimes. Ça a été une des grosses critiques portées à cette prise de parole, d'une part qu'elle était anonyme, qu'elle conduisait à des dénonciations nominatives, alors manifestement très très peu en réalité, et puis que si les femmes voulaient prendre la parole, si elles voulaient dénoncer les violences, elles n'avaient qu'à porter plainte. De fait, on constate que sur la mise en accusation, la critique, le déni de la réalité des violences et la culpabilisation des femmes qui prennent la parole, les affaires récentes, notamment dans les espaces politiques et médiatiques, montrent que finalement les choses n'ont pas encore complètement évolué. Et ça fait partie aussi des axes de recherche autour du projet MeToo que de chercher à étudier les répertoires de critiques, d'opinions défavorables à ces prises de parole. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On ouvre au débat. Alors, des questions pour les trois intervenants. Moi, j'avais une question pour Maëlle. Je m'interrogeais, sachant que je ne suis pas vraiment experte du sujet, je m'interrogeais sur l'évolution du langage pendant cette dizaine d'années. Est-ce qu'il y a déjà une évolution au niveau du langage vraiment judiciaire qui existe ou pas? Ou est-ce qu'on peut faire des hypothèses que certaines courbes sont... En effet, on peut avoir un impact lié à l'évolution de la terminologie qu'on utilise. Pour aller dans le même sens, par rapport au graphique que tu as présenté sur l'apparition du terme féminicide, on est d'accord que ces données-là, ce sont les données des notices documentaires et non pas ce qui est prononcé dans les JT. Non, c'est les contenus des notices documentaires. Oui. Donc c'est le traitement par des documentalistes de sujets de JT. Oui. Ok. Moi, j'ai une autre question qui complète ça, c'est que cette terminologie, elle est extraite du champ descripteur ou même De tout. De tout. Donc c'est pas que les termes affectés par les documentalistes, c'est aussi les discours des journalistes. Oui, il y a les imports, quand les imports. Je pense qu'il y a même Les chanteurs. Alice sur un temps mal, les titres. Du coup, oui, donc j'ai extrait dans tous les champs, mais en effet, donc, parce que je ne sais plus quel est le champ qui est rentré manuellement par les documentalistes de l'INA, qui pourrait refléter que c'est les documentalistes en fait qui documentent ça peut-être différemment au fur et à mesure du temps. Il faut que je vérifie, mais j'ai bien pris dans tous les champs, donc si c'est dans un mot-clé, si c'est dans un résumé, il me semble que ce n'est pas les documentalistes qui écrivent le résumé, que c'est vraiment des sources externes. Ça dépend. Oui, alors, bonjour Jean-Carrie de l'INA, une question très intéressée pour l'INA dans le cadre du séminaire de ce lab. C'est de savoir si vous pouvez dire un peu les collaborations que vous avez eues avec l'INA pour ces projets-là. Est-ce que c'est simplement la mise à disposition de données? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement un peu technique ou méthodologique? Et puis en complément de ça, ce que vous pourriez attendre d'un lab tel que celui de l'INA? Vas-y. Moi, du coup, j'ai eu j'ai toujours un très bon accompagnement, donc avec Arthur qui est là, qui m'aide beaucoup dans ce projet, donc il m'a beaucoup aidé à la compréhension des données. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec Claude, avec Arthur, avec d'autres personnes, avec Véronique Lefort aussi sur les données disponibles à l'INA et ce que je pouvais en faire, notamment comment faire attention à comment interpréter ces données, donc beaucoup de mise en garde sur le fait que le traitement documentaire n'est pas le même au cours du temps, donc ça, voilà, c'était très utile. Et après, moi, je continue à travailler avec Arthur pour avoir accès à d'autres données, donc éventuellement peut-être des transcriptions après. Voilà, je ne sais pas encore ce qui va être possible de faire. Mais moi, j'ai un accompagnement un peu sur la durée, donc je suis très chanceuse, je pense, voilà. En ce qui concerne MeToo, moi je suis arrivée assez tardivement sur le projet, donc j'ai pas été en contact, j'étais en contact avec personne de l'INA. Mais déjà, je pense peut-être Alice aura des choses à dire, mais sinon, sur l'accompagnement possible, c'est vrai que là je me rends compte de plus en plus que je traite quand même des données assez sensibles, notamment sur le fait qu'il y a beaucoup de tweets qui ont été supprimés, que j'ai accès aux pseudos des gens, à ce qu'ils ont dit, etc. Donc sur ces questions-là, c'est vrai que c'est des choses qui sont, je pense, importantes à discuter avec les gens qui m'ont fourni les données et des gens qui traitent ces données ou qui pourraient les traiter. Du coup, ça, je pense que c'est une question importante qui peut être... pour laquelle je serais intéressée d'entendre, en tout cas, vos avis. Et sinon, je ne sais pas si Alice a quelque chose à dire sur le début du projet. Rapidement, en fait, nous, on a lancé ce projet sur le hashtag MeToo avec l'idée de collecter nous-mêmes les tweets, et puis en échangeant, des collègues de l'équipe de recherche, en échangeant avec d'autres équipes de recherche, ont eu vent de la collecte permanente de tweets par l'INA, ce qui nous permettait d'avoir accès un peu plus rapidement et avec un investissement technique plus faible à des premières données aussi pour se rendre compte de ce qu'on avait à disposition, de ce qu'on allait pouvoir en faire. Donc ça nous a permis de démarrer beaucoup plus rapidement, et puis c'était aussi un peu l'enjeu de la présentation et du travail de Clara.
On a aussi mené des entretiens avec Jérôme Pièvre qui est en ligne avec nous pour comprendre comment est constitué ce corpus, quels sont les biais inhérents à une collecte permanente sur des hashtags qui ne sont pas forcément l'objet premier de la collecte de l'INA. En tout cas, MeToo, voilà, c'est rentré dans cette collecte, mais ce n'était pas forcément l'intérêt premier de l'Institut. Et puis de voir qu'est-ce que ça apporte, comment est-ce qu'on peut comparer les deux bases de données. Et c'est ce qu'a explicité Clara, à savoir que grâce aux données de l'INA, on a accès à des tweets. Pour l'instant, on ne sait pas exactement lesquels. On voit qu'il y a une part plus importante de témoignages qui ont été supprimés, soit en raison de leur contenu, soit parce que les personnes ont supprimé leur compte. Et donc, il va s'agir aussi pour la suite de documenter ça un peu plus et de réfléchir aux enjeux que ça peut avoir en termes d'archivage des données du web et de voilà, qu'est-ce que ça fait aux données et qu'est-ce que ça fait aux phénomènes qu'on peut analyser que d'avoir cet archivage de Twitter. Merci. Mais du coup, pour compléter ces présentations-là, je pense que c'est très bien justement d'avoir un peu d'avis de gens qui sont à l'INA, parce qu'on veut pas, moi je veux pas interpréter n'importe comment les données que j'ai, je sais pas tout, je sais pas forcément comment le traitement a été fait, et du coup c'est ça qui est très utile, je pense, quand on utilise ces données, c'est vraiment d'avoir un avis un peu extérieur pour être sûr qu'on n'interprète pas les données de façon erronée en fonction de comment le traitement a évolué au cours du temps ou ces choses-là. En l'occurrence, plutôt un avis intérieur sur les données. Oui, pardon. Oui. Il y a une question à distance qui est, alors, chez Lali, si ce n'est pas clair, peut-être la personne peut prendre la parole pour la poser. À ces sujets, comment gérez-vous les droits à l'oubli? Par contre, oui. Oui. Oui, alors c'est un enjeu très important. Bon, donc on a déclaré le projet de recherche à la déléguée à la protection des données de l'Université de Strasbourg. On est en convention avec l'INED. Donc, voilà, sur tous les enjeux légaux, on essaie de faire les choses le plus correctement possible. On a publié sur les sites de l'INED et du laboratoire une information concernant la recherche. Bon, voilà, on sait qu'on a ces 62 000 tweets qui résultent probablement de comptes supprimés ou d'une suppression individuelle des tweets. Pour l'instant, on cherche un peu à les caractériser avant de réfléchir à ce qu'on en fait. Bon, fondamentalement, on fait des analyses totalement anonymisées, vraiment en termes de temporalité, en termes de modalité de prise de parole. On a dit qu'on a accès aux noms d'utilisateurs, aux avatars, mais a priori, on risque de ne pas en faire grand-chose et probablement même qu'on aura intérêt à un moment à les supprimer, même si ça ne nous a pas été demandé par la déléguée à la protection des données. Voilà, donc il y a un droit à l'oubli, en même temps il y a un enjeu d'archivage et c'est un peu autour de ça qu'on réfléchit et qu'on essaye d'avancer, notamment en caractérisant ces données de Twitter qui ont disparu de Twitter mais qui restent dans nos données. J'ai une question pour Maëlle. Je veux savoir à ce stade-là quelle est ton hypothèse de travail sur l'influence de la médiatisation de VSS sur l'activité judiciaire. Et est-ce que ton hypothèse de travail a évolué sur la base, disons, des premières données que tu as pu collecter, et comment penses-tu indexer les différents effets sur l'activité judiciaire? Si on peut observer une sollicitation de cette activité, est-ce que les effets seraient-ils homogènes ou disons, à identifier et à taguer de façon différente, justement? D'accord, donc pour mes hypothèses, donc pour ce qui concerne les signalements, j'avais déjà un peu travaillé sur ça dans mon mémoire de recherche. J'anticipe quand même que je trouve un effet sur les signalements quand on parle de violences sexuelles dans les médias, donc selon comment on en parle, donc s'il n'y a pas un victim blaming, en gros, si on encourage un peu les victimes à aller porter plainte, et ça, j'anticipe qu'il y ait un effet quand même sur le comportement de signalement des victimes.
Et après, donc c'est un peu comme je disais, donc le traitement judiciaire, c'est pas très clair parce que donc d'un côté, voilà, ces magistrats qui sont censés un peu être impartiaux et pas affectés par des éléments externes, mais des premiers résultats que j'ai eus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, que quand on parle des VSS, il y a peut-être, je sais pas, des magistrats prennent conscience un peu du phénomène sociétal et que du coup adaptent peut-être leur pratique de jugement, de comment ils jugent ces affaires. Et donc je pense que je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas encore, je dois encore continuer là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même que les magistrats peuvent être affectés et qu'encore une fois, je pense qu'un bon magistrat, quelqu'un qui s'adapte vraiment aux évolutions sociétales et que donc du coup, si on parle de ça, si on en parle beaucoup dans les médias, si on prend conscience de l'importance du phénomène, je pense que devrait aussi être affecté. Et après, ça dépend des endroits, ça dépend des juridictions, ça va varier selon où est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on en parle. Donc j'attends pas que ce soit un truc homogène partout, pour tous les territoires, pour toutes les juridictions. Je sais pas si ça répond à la question. Bonjour, c'est Maëlle. Je viens du Brésil, je suis professeure là-bas, mais je suis là pour faire une recherche comme chercheuse invitée au Charisme, c'est l'Université Paris 2. Et on fait des recherches très, très proches, mais je fais aussi sur l'UNA, sur le JT, français, pour savoir la médiatisation du mouvement féministe, spécialement sur le 25 novembre, le jour de la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, je voudrais savoir si vous regardez aussi la parole de féministes dans le reportage qui parle sur la violence sexuelle et sexiste. Donc pour l'instant non, mais c'est prévu parce que j'ai eu accès aux données sur les personnes donc, qui parlent justement dans les sujets. J'ai pas encore utilisé ces données, mais je devrais être en mesure d'identifier qui sont les personnes qui parlent des violences sexuelles, donc, et justement de regarder selon qui en parle, si ce sont des féministes, si ce sont des politiques, des juristes, est-ce que ça a un effet différencié. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que j'aimerais essayer de regarder, oui. Oui, bonjour Géraldine Pouls de l'UNA. Je voudrais revenir sur cette histoire de causalité parce que je trouve que c'est vraiment difficile, c'est la partie la plus compliquée. Je n'ai pas beaucoup fait d'études statistiques, mais je me rappelle qu'on me disait toujours que la corrélation n'est pas une causalité, donc il faut bien des modèles explicatifs ensuite pour passer d'une corrélation à une causalité, et tous les travaux sur les médias nous montre que c'est compliqué de quand même mesurer des effets des médias. Et du coup, voilà, j'étais très intéressée. J'ai vu que vous aviez une référence bibliographique sur le sujet que je ne connaissais pas. Je pense que c'est une sociologue, c'est ça ? Qui travaille sur l'impact, sur les traitements judiciaires. Vous aviez sur une slide. C'est Arnaud Philippe et Aurelius, c'est deux économistes. C'est des économistes, ouais. D'accord. En sociologie et en sciences des médias et d'information et de la communication, je pense qu'on est un peu plus prudent sur ces identifications d'effets de causalité. Donc je me dis que vous aurez toujours des questions là-dessus, et du coup ça vaut le coup de bien creuser le paradigme et l'épistémologie de cette approche, parce que ça me semble compliqué. Mais je comprends que vous n'ayez pas toutes les réponses maintenant. Non, c'est toute un peu la difficulté de la discipline économique. Les gens cherchent souvent à vouloir démontrer un peu cette causalité. C'est très difficile, oui, si c'était facile, ça se saurait. Et donc il y a des méthodes. Donc là, je n'ai pas présenté parce que justement la stratégie, je suis encore en train de la mettre en place parce que c'est compliqué, mais c'est vraiment essayer de comparer, pour dire les choses peut-être un peu autrement, je vais comparer des populations qui sont un peu comparables à un moment donné, sauf qu'une est touchée par un choc, l'autre ne sera pas touchée, et du coup en contrôlant pour tous les autres facteurs qui restent les mêmes pour ces deux populations, juste cette médiatisation qui change, c'est un peu ça qui donnerait, du coup, qui permettrait d'identifier. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, il faut contrôler pour plein de choses, en effet c'est pas simple, mais oui je sais que c'est un peu la chose sur laquelle je vais devoir convaincre par la suite. Et du coup, vous êtes confiante sur le fait d'avoir suffisamment de données justement pour pouvoir faire jouer et neutraliser les paramètres qu'il faut neutraliser, etc. Je pense que oui, j'ai quand même beaucoup de périodes. Là, j'ai des données depuis 2000, de 2000 à 2020. Donc, mon Notcom, c'est de 2012 à 2019, à 2018, mais je pense que oui. J'espère, mais je peux pas. Non, mais très bien. On a hâte de savoir le résultat, mais c'est vrai que c'est un peu mystérieux.
On a une autre question à distance, toujours pour Maëlle. Sur les données judiciaires, est-ce que vous faites une différence entre plainte et main courante, ou ces deuxièmes types de données, vous ne l'avez pas ou sont inaccessibles? Non, je ne sais pas. Je sais l'origine, je sais si c'est des affaires qui ont été transmises par la police, par des administrations, en fait, je sais l'origine, mais je ne sais pas du coup si c'était en effet une plainte, une main courante. Mais de toute façon, en fait, les mains courantes, je pense, sont pas transmises en fait. Donc de toute façon, c'est des signalements. Je ne sais pas. J'ai une autre question peut-être. Non, juste rapide, c'est un que je trouve très intéressant, la comparaison entre les données de l'API, voilà, c'est pour Clara et Alice. Et d'ailleurs, je trouve très rassurant. Les différences, pour vous, ça vous semble beaucoup. Moi, je les trouve plutôt, en effet, ça n'est pas choquant. Et par contre, je me demandais sur les graphiques que vous avez présentés de la différence de la répartition, c'était un pourcentage, mais si on les prend en volume absolu, parce que considérant qu'on a une importante différence des données entre les données API et voilà, les données INA, est-ce que si on les prend en absolu, les données de la presse ne varient pas, parce que là on voit une différence entre 10 et 20%. Est-ce que ça, vous avez pris en compte la différence entre les deux volumes totaux, et on peut ou c'est une vraie différence, ou ça pourrait être à peu près la même chose si on les prend en absolu? Est-ce que c'est clair ma question? Oui, c'est très clair, et c'est une bonne question. Si j'étais rapide en calcul, ce que je devrais être, je serais capable après de vous le dire, vu que j'ai le nombre de tweets de chaque base. C'est vrai qu'en nombre absolu sur la presse, je pourrais regarder. Je pense que j'en ai dans tous les cas plus sur l'API parce que je prends une plus grosse durée. Donc l'API va jusqu'à février 2023 alors que l'INA va jusqu'à mars 2022. Donc c'est sûr que j'en ai un peu plus en valeur absolue. Mais possiblement, et c'est mon hypothèse, les articles sont assez peu supprimés et donc il ne devrait pas avoir une grosse différence entre l'INA et l'API. En effet, je pense que c'est surtout les opinions et les témoignages qui font bouger ces pourcentages. Et la différence se fait, je pense, sur la dernière année où il y a quand même eu beaucoup de partages entre mars 2022 et février 2023 sur l'affaire PPDA, des youtubeurs. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup vu. Moi, en lisant, j'ai lu à peu près 5000 tweets. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais... Sur les données, donc sur les comptes, vous avez commencé à essayer de cartographier la nature des comptes pour savoir s'ils ont été supprimés ou s'ils ont arrêté de tweeter ou si vraiment effectivement les tweets qui sont le corpus sont en gros la seule activité du compte, quoi, ou la majorité de l'activité du compte. Ouais, non, pour l'instant, j'ai pas du tout regardé honnêtement les comptes. Pour être honnête, là, ces résultats, je les ai eus cette semaine du coup, et l'histoire des 62 000 tweets, etc. Maintenant, je me dis que du coup, il faudrait que je regarde. Notamment, c'est la donnée, je pense, qui est intéressante, c'est savoir combien de tweets il y avait sur le compte quand le tweet a été publié, qui est assez facile à traiter. Donc, il faut que je le fasse. Je l'ai pas du tout fait encore. Je sais qu'en regardant, il y a pas mal de comptes qui existent encore parce qu'il y a des comptes qui publient énormément. Et donc, je pense que là, ils ont notamment le compte de Sandra Muller qui a lancé Balance ton. Oui, justement, mais là, j'ai regardé un peu son profil à elle où c'était assez intéressant. Elle en a supprimé à peu près 100, mais il en reste à peu près 500, quelque chose comme ça. Il y en a vraiment énormément. Elle en a supprimé, et il y en a, c'est pas évident pourquoi elle les a supprimés. Et il y a pas mal de comptes de médias qui ont fait des réactions aussi. Et beaucoup il y a plus, là c'est assez... faut prendre avec des pincettes ce que je dis, mais sur ce que j'ai pu lire un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu des réactions avec des noms dans les 62 000 tweets, et alors que quand je lis les tweets, il y a quand même très très peu de dénonciations. Donc il y a un petit peu de ça, et des comptes que je sais qui sont toujours actifs. Donc il y a les deux, des comptes supprimés, des tweets supprimés, mais j'ai pas du tout regardé encore. Et l'autre question, c'est est-ce que dans la base pour les juges, pour les décisions de justice, est-ce qu'il y a des infos
sur les juges, leur âge, leur sexe? Non, en fait en France ils ont mis une loi il n'y a pas longtemps. On n'a pas le droit d'utiliser des données nominatives sur les juges. Il y a un truc. Sans être nominatif. Enfin des données. Non, je pourrais peut-être y accéder en regardant un peu sur le portail, comment ça s'appelle, le journal officiel, voir qui étaient les personnes en poste à telle date. Donc c'est un truc qu'il faudrait que je collecte. Mais enfin, je les ai pas dans ma base directement. Ils donnent pas les infos. Non, j'ai juste la juridiction, c'est tout. Merci à tous, à l'auditoire en ligne et ici et aux intervenantes. La séance était particulièrement riche aujourd'hui et ce qui est bien, c'est que ce sont des travaux en cours, donc on a hâte d'en connaître les prochaines étapes. La séance prochaine va se dérouler le 2 juin et on va poursuivre un peu sur tout ce qui est méthode économétrique. Et puis tous les enjeux, les questionnements autour de la causalité avec, alors on l'a intitulé provisoirement, immigration, emploi, santé, mesurer les enjeux et impacts de la médiatisation par les méthodes économétriques. Et donc on aura des économistes, Mathilde Godard et Sophie Hatt, qui ont une approche un peu très proche de celle de Maëlle et qui travaillent sur des corrélations de jeux de données issus des bases de données de l'INA et issus des bases de données en lien avec la santé, voilà, en lien avec les effets des licenciements, de la médiatisation des licenciements, c'est ça? Non, bon. Voilà, en tout cas en lien avec l'emploi, licenciement, voilà. Oui, c'est licenciement. Voilà. Donc, en tout cas, ces enjeux de corrélation de jeux de données et de détermination des causalités. Et puis ensuite, Jérôme Valette, qui travaille avec Maëlle sur un projet à venir qui n'est pas très clair. C'est pas celui-là. Bon. D'accord. Voilà. Donc, toujours pareil, extrait des bases de données de l'INA, des questions en lien avec le traitement de l'immigration. Et puis, Jean Carive qui fera un focus sur justement les enjeux de traitement de gros corpus de données documentaires. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, au 2 juin. Merci.